Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour commencer le mois de novembre avant la fin des matchs de Liga, la trêve pour la Coupe du Monde et évidemment le tirage au sort pour l'Europa League et la Ligue des Champions ce lundi. Là, je pense que c'était le moment de parler un petit peu de joueurs en particulier du Barça et un en particulier évidemment en la personne d'Ansu Fati parce que c'est un cas qui est un petit peu spécial aujourd'hui au Barça. Celui qui était vu comme la future superstar du Barça après Messi, la pépite de la Masia qui peine à confirmer, celui qui était vu comme le meilleur attaquant hors Messi formé à la Masia. Aujourd'hui, le numéro 10 du Barça est en difficulté, il peine à confirmer, il peine même à s'imposer comme titulaire en puissance au Barça. Et on va pas se mentir, depuis quelques semaines, Ansu Fati inquiète par ses performances de plus en plus insipides lorsqu'il joue titulaire ou même remplaçant sur le terrain. Et récemment, il a même fait parler de lui pour ses réactions hors terrain. Alors d'abord, on a eu des rumeurs comme quoi son entourage était mécontent de la continuité que Xavi accordait à Ansu Fati sur le terrain. Cette information était sortie juste après son match face à Bilbao où il avait commencé sur le banc, après son match où il avait été buteur face à Villarreal. C'était le match que j'étais parti voir au Camp Nou. Il avait fait une bonne prestation. Il avait fait un bon match, honnêtement. Un match intéressant, mais malheureusement, Xavi ne le reconduit pas le match suivant face à Bilbao. Je pense que Xavi voulait faire un coup tactique face à Valverde. Xavi choisit de rajouter un milieu de terrain à gauche assez excentré en la personne de Pedri. Ansu Fati entre quand même en jeu ensuite en fin de match. Malheureusement, il fait une entrée catastrophique, au moins très mauvaise, alors qu'on sent qu'il veut absolument marquer. Ça se sentait vraiment fort. Moi, j'étais au Camp Nou et je sentais le mec qui voulait absolument marquer. Et du coup, le lendemain, on apprend par la presse, donc son entourage est mécontent que Xavi n'ait pas retitularisé le joueur pour qu'il continue un petit peu à accumuler de la confiance, du rythme, ce qui est compréhensible, c'est vrai. Et rappelez-vous en plus, je vous avais dit à l'échauffement qu'on avait vu Loguito et moi que justement il était un petit peu nonchalant, qui paraissait assez énervé, en tout cas son langage corporel les montrait qu'il était assez déçu et énervé de ne pas être titulaire. Il s'échauffait tout seul un petit peu de son côté, de façon un petit peu nonchalante, ses gestes, ça se voyait, ça se sentait évidemment. Et on avait vu juste, parce que le lendemain matin, en plus, on avait eu information comme quoi il était mécontent de la continuité que Xavi lui accordait. Oui, mais le problème, c'est que il n'a pas été bon du tout quand il a eu du temps de jeu, quand il est rentré en jeu. Donc c'était un petit peu compliqué niveau crédibilité de te plaindre de ton temps de jeu quand t'as pas été bon ensuite. Puis ensuite survient le match de la honte face au Bayern Munich. Ce jour-là, Ansu est sur le banc, d'accord, il débute sur le banc, il entre en jeu en tant que remplaçant, il remplace Ousmane Dembélé. Comme toute l'équipe, il est inoffensif évidemment, même s'il était assez intéressant par rapport aux autres ailiers, pas de gros reproches à lui faire. Et arrive donc ensuite le match de championnat en Liga samedi dernier contre Valence, où le Barça gagne 1-0 à la 93e minute grâce à Lewandowski. Ansu Fati est titulaire à gauche, où il réalise un match assez médiocre, voire très médiocre. Xavi le sort à la 56e minute, donc clairement très tôt dans le match. Et là, 1 ou 2 jours plus tard, on a eu la chance de voir la réaction d'Ansu Fati quand il sort du terrain. Et là, on voit qu'il n'a absolument pas du tout apprécié d'être sorti par Xavi si tôt que ça. On le voit jeter son survêtement, absolument dégoûté. Il parle à Eric Garcia et la presse a réussi à lire sur les lèvres d'Ansu Fati. Apparemment, il demande à Eric Garcia, est-ce que vraiment j'ai été le pire joueur sur le terrain pour sortir aussitôt que ça? Alors, Eric Garcia, il répond pas forcément, il a juste haussé les épaules. Mais moi, j'ai envie de dire que oui, tu as été un des pires joueurs, si ce n'est le pire joueur du Barça au début du match. Alors moi, cette attitude d'Ansu Fati qui sort du terrain en râlant un petit peu, moi, ça me déplaît. Ça me déplaît parce que bon, c'est pas la première fois qu'on voit un joueur de foot qui se plaint, qui est dégoûté de sortir, qui est énervé, qui montre un petit peu son mécontentement, mais de le montrer comme ça ouvertement, ça me dérange. Parce que c'est pas malin et parce que je pense qu'il peut faire un petit peu en sorte de passer l'intérêt de l'équipe avant son intérêt personnel. À ce moment-là, il y avait 0-0, il fallait absolument gagner le match, il n'était pas forcément très bon. Aussi parce que le club n'a pas forcément besoin de ça en ce moment, une nouvelle polémique au club en ce moment. Non, franchement, on n'a pas du tout besoin de ça. Et surtout pour moi, ça veut dire qu'il pense à ce moment-là qu'il ne mérite pas forcément de sortir après un match et une prestation comme ça. Donc pour moi, ça va être compliqué de se remettre en question et s'améliorer pour les prochains matchs parce que monsieur part du principe que oui, il a fait un match correct ou décent et qu'il aurait dû rester sur le terrain. Et ça, pour moi, c'est un peu plus grave. C'est plus grave parce que c'est la preuve qu'ils ne se rendent pas compte, qu'il est étonné de voir qu'il sort du terrain et qu'il demande à Eric Garcia s'il a été si mauvais que ça.
Ça veut dire que le mec ne réalise pas un petit peu son vrai niveau sur le terrain. Donc comment progresser, comment avoir l'humilité de se dire ok, j'ai pas été bon, je vais essayer de faire mieux, quand toi-même t'as pas été lucide un petit peu sur tes performances. Ça c'est plus compliqué. Ensuite, le lendemain, le 27 octobre, on apprend par Mundo Deportivo que son agent, Jorge Mendes, aurait averti le Barça qu'Ansu Fati pourrait partir l'été prochain si jamais son temps de jeu ne s'améliore pas. Alors ça, encore une fois, hein, l'entourage et l'agent, et c'est pas n'importe qui en plus, qui vraiment s'interfère dans les affaires du club, ça, moi, ça m'énerve aussi pas mal. Et pour finir, évidemment, le match de mardi en Ligue des Champions, où là, Ansu Fati est encore titulaire pour la deuxième fois, je crois, depuis 2 ans. Il est titulaire 2 matchs de suite. Xavi lui donne 90 minutes de jeu. Et là, honnêtement, rien du tout. Rien du tout dans le jeu. Contre les Tchèques de Plzen, le coach qui offre 90 minutes à Ansu Fati pour reprendre confiance, pour faire un petit peu des chiffres, hein, des statistiques, être buteur, peser aussi. Mais là, on a encore Ansu Fati qui fait un match, encore une fois, décent et fantomatique, assez quelconque, hein, j'ai envie de dire. Pas de but, ni d'impact dans le jeu. Très peu de différences faites, que ce soit par le dribble, par la passe, des occasions manquées, alors que honnêtement, il aurait pu en marquer au moins un, voire 2 facilement. Hein. Même son point fort, la finition, c'est devenu quelconque. Donc là, évidemment, si je fais un constat tout bête, c'est que la situation d'Ansu Fati au Barça ne fait que s'empirer au fil des semaines. Et son attitude, pour moi, ça montre plusieurs choses. Déjà, selon moi, la première, hein, c'est qu'Ansu Fati, ça a l'air d'être un joueur qui a beaucoup d'ambition. D'ambition et vraiment de projet, un petit peu comme Mbappé, hein. D'ambition personnelle dans sa carrière. Il a que 20 ans. Il a eu 20 ans cette semaine. Et quand tu es pressé de jouer comme ça à 20 ans, c'est que tu as beaucoup de choses, d'attentes. Il a très très faim. Il a faim de football. Il veut marquer l'histoire du Barça et son histoire du football très très vite. Hein. Ce qui en soi est une bonne chose. Hein. Les jeunes de la génération d'aujourd'hui, ils veulent tout très vite, évidemment. Hein. Ils sont tous comme ça. Ça fait penser évidemment à Mbappé, et je pense qu'il a un état d'esprit assez similaire. Il veut écrire son histoire, marquer l'histoire du FC Barcelone, marquer des buts, battre des records de précocité. À partir du moment où l'ambition personnelle qu'il a ne devient pas un égoïsme, hein, un égocentrisme, tout va très bien. Deuxième chose, c'est que je pense que son comportement montre qu'il a une grande estime de lui, un grand ego, voilà, et il pense qu'il mérite de jouer plus que ça, qu'il n'aurait pas dû sortir, etc., etc. Et on n'est pas habitué à voir des joueurs comme ça au Barça. Hein. C'est très rare d'avoir des joueurs aussi individualistes. S'il l'est, hein, évidemment, je ne suis pas encore sûr à 100% qu'il le soit. Mais on n'est pas habitué à voir ce genre de joueur-là au Barça. Hein. Après, ce qui est bien, c'est que dans le jeu, ça se voit pas trop que c'est un joueur individualiste. C'est pas un joueur qui joue perso, qui choisit de frapper systématiquement, pas du tout. Ça, c'est bien aussi. Ensuite, hein, je pense que ça montre que là, il est très pressé parce qu'il veut absolument jouer la Coupe du Monde. Je pense que voilà, il veut prouver à Luis Enrique qu'il mérite d'être dans la liste des 23 joueurs pour la Coupe du Monde. Mais pour l'instant, hein, c'est pas du tout sûr qu'il y soit. Loin de là. Par rapport aux attentes qu'on avait quand il est arrivé, l'OVNI qu'il était il y a 2 ans avant ses blessures évidemment, et la réalité qu'il a aujourd'hui, il y a un monde d'écart entre Ansu Fati, ce qu'on voulait, le numéro 10, le statut qu'on était prêt à lui accorder. On est vraiment inquiet. On se pose des questions, qu'est-ce qui lui arrive à Ansu Fati? Comment expliquer un petit peu sa méforme actuelle alors qu'il y a vraiment de la place à prendre sur le côté gauche de l'attaque du Barça? Quelles sont les raisons pour expliquer un petit peu ces mauvaises performances? Est-ce qu'il faut s'inquiéter à long terme? Alors, première excuse principale, la principale qui revient tout le temps pour expliquer un petit peu ces mauvais matchs, c'est évidemment les blessures. On sait qu'il a été blessé de longue durée, traumatisé en plus, hein, cette blessure-là, qu'il a eu au ménisque cassé il y a 2 ans maintenant, rappelez-vous. Un genou qui a été opéré 2 fois en plus, avec des rechutes, avec pas mal d'incertitudes sur même l'avenir. Est-ce qu'il pourrait rejouer un petit peu au football? Dieu merci, il était revenu, hein, et son genou était guéri. Ensuite, l'année dernière, il s'était blessé à la cuisse lors du match face au Celta Vigo, le 3 buts partout, rappelez-vous, hein, où il marque le premier but magnifique. Il avait fait une rechute ensuite en Coupe du Roi début 2022 face à Bilbao. Finalement, il est revenu au courant de l'année, mais pas mal de joueurs ont été achetés à ce poste-là, dont Ferran Torres, dont Adama Traoré au poste d'ailier droit. Et c'est vrai que les premiers temps, il a semblé manquer d'explosivité. Clairement, on aurait dit qu'il prenait plus de risques du tout dans ses courses, pour prendre de vitesse un petit peu les adversaires, pour essayer de dribbler, percuter. Ça se voyait et c'est normal, c'est humain, surtout vu le traumatisme qu'il a vécu. Mentalement, il a forcément dû avoir un blocage. Maintenant, aujourd'hui, par contre, hein, je pense que c'est bon. Physiquement, il est à 100% ou presque. Donc ça y est, stop. Stop, on arrête de parler de ça. Parce que là, on est en octobre maintenant. Il a fait des actions où il montre que ça va bien. Clairement, hein.
Lors du Classico, il a fait une très bonne entrée aussi. Par contre, psychologiquement, c'est vrai qu'il peut y avoir un blocage psychologique et mental à cause de ça. Parfois, on voit un Ansu Fati qui ne prend pas de risques, qui se retient un petit peu, qui n'ose pas, qui a perdu le culot, l'insolence qu'il avait avant et qui nous régalait, hein, clairement. Quand on avait un joueur qui était aussi insolent comme ça, provocateur, c'était vraiment insolent parce qu'en plus, il jouait face à des joueurs, des défenseurs plus âgés que lui, plus forts que lui physiquement et tout. Et on sentait une insouciance vraiment qui nous régalait. Maintenant, il commence un petit peu à réfléchir et à hésiter un petit peu. Et c'est possible, hein, c'est compréhensible même, parce que vraiment, une rupture du ménisque, pour tout le monde, ce serait traumatisant. Non pas une, mais 2 opérations pour réparer son genou. Ça, c'est vraiment traumatisant. Encore plus quand vous avez 18 ans. Pour gérer les grosses blessures à cet âge-là, en début de carrière, c'est super dur. Et encore plus quand vous avez vécu des moments incroyables pour démarrer la carrière que vous avez eue, comme ça a été le cas pour lui. On l'avait tellement élevé très haut, c'est compliqué ensuite d'avoir un coup d'arrêt aussi gros que ça fait vraiment très mal au mental. Faut se rappeler un petit peu de l'ovni que ça a été, Ansu Fati. Avec Ernesto Valverde, son entente avec Messi, ses débuts en Ligue des Champions, son but au Classico, rappelez-vous, avec Koeman, toute la dynamique fulgurante qu'il avait qui a été cassée, stoppée net à cause d'une blessure, malheureusement. Mais attention, hein, les blessures, hein, tu peux pas utiliser l'excuse indéfiniment. Parce que là, beaucoup de personnes ne parlent que de blessures pour expliquer son niveau qui est des fois assez mauvais aujourd'hui. Clairement, moi, ça me pose problème parce que dans 1 ou 2 ans, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe quand, s'il reste à ce niveau qui est relativement médiocre, il y aura encore des gens qui diront « Oui, mais avant les blessures, oui, mais c'est à cause des blessures. » Quoi qu'il se passe maintenant, des personnes vont expliquer ça à cause des blessures au genou. Mais non, les mecs, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Et j'espère que lui non plus ne pense pas comme ça. Moi, personnellement, je suis plus inquiet pour lui, pour d'autres choses que les blessures à long terme concernant Ansu Fati, parce que je pense qu'il a énormément de pression sur ses épaules, beaucoup trop pour son âge, pour sa carrière et tout, et pour son poste. Et c'est de la pression qui est toxique. Déjà, on a donc un entourage qui gravite autour de lui, sa famille et ses agents, les deux, hein, évidemment, qui a une influence sur beaucoup de choses sur sa carrière. On sait hein, en général que quand les familles et les agents se mêlent un peu trop de la carrière des joueurs, c'est jamais bon signe. Parce que l'entourage ne pense qu'à la carrière du petit, carrière, et ça transmet un état d'esprit au joueur qui est assez toxique. Hein. Vraiment, ça devient un joueur qui pense qu'à lui avant de penser à ce qu'il a à offrir pour le club. Ensuite, hein, il a cette étiquette de futur successeur de Messi qui lui colle à la peau, honnêtement, qui va être très toxique toute sa carrière qu'il aura au Barça. Ça va lui amener de la pression pendant toutes ces années au Barça, quoi qu'il arrive. Hein. Tant qu'il est au club, il aura cette espèce de poids sur les épaules à succéder à Messi. Cette pression, elle a été matérialisée par le fait de lui avoir attribué le numéro 10, ce qui pour moi était une bêtise un petit peu, je pense, avec du recul. Hein. C'est un numéro qui est trop lourd à porter à Barcelone pour n'importe quel joueur. On a vu, rappelez-vous, que personne, aucun joueur ne le voulait après que Messi soit parti. Personne sauf lui, évidemment, qui a montré qu'il avait l'ambition et les cojones pour assumer de le porter, certes. Oui, mais prendre le numéro 10 au Barça, tu prends pas un maillot comme un autre. Hein. Tu prends avec toi la pression que ça apporte. Hein. Je répète un petit peu les noms qui ont porté le numéro 10 du Barça depuis 2000, depuis le 21e siècle. Hein. Jari Litmanen, quand même, hein, légende scandinave du football, un Finlandais, voilà, qui est passé par l'Ajax. Pour ceux qui le connaissent, ça reste un très grand joueur, mine de rien. Ensuite, Rivaldo, Ballon d'Or 99, Riquelme, légende du football, évidemment. Ensuite, Ronaldinho. Et donc, pour finir, Lionel Messi. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Hein. Voilà, pour vous montrer un petit peu à quel point, si tu as le numéro 10 au Barça, tu es forcément un super crack. Et pour finir, j'ai envie de parler tout simplement des qualités intrinsèques d'Ansu Fati. Et là, je vais me faire incendier, j'en ai parlé récemment. Mais est-ce que ces qualités naturelles Ansu Fati vont lui permettre d'outrepasser, de surpasser les difficultés et les obstacles que je viens de citer à l'instant? Et là, c'est très difficile à dire, parce qu'Ansu Fati, hein, il a des qualités qui sont très dures à cerner. Clairement, quand je vous demandais la dernière fois de me citer en commentaire les qualités d'Ansu Fati avec des mots simples, en français simple, hein, clairement, la finition, les dribbles, la percussion, comment se placer, voilà, etc., bah, c'était pas pour le descendre. C'était pour vous montrer que c'est pas forcément si évident que ça pour les citer avec des mots très simples,
parce qu'on a du mal à les voir, tout simplement, ces qualités-là, lors des derniers matchs. En tout cas, aujourd'hui, difficile à dire ce qu'il peut apporter concrètement à ce Barça-là. On était tous d'accord pour dire que c'était un crack il y a 2 ans quand il est arrivé. Il avait une finition de fou, il était insolent, il se plaçait bien, il arrivait à être un poison un petit peu dans les défenses. Il arrivait aussi à faire de situations qui n'étaient pas des occasions, il arrivait à en faire des buts. Ça, c'était très fort. Mais bon, pour ça, il faut vraiment beaucoup de confiance. Et en soi, c'est une qualité, mais on revient aussi un petit peu à la finition. Si moi, je dois faire une liste des qualités d'Ansu Fati, bien sûr, il y a la finition. En grand temps, c'est la finition devant le but. Mais ça, comme j'ai dit, il faut une grande confiance en soi. Et ce n'est que la finalité du jeu du Barça. C'est vraiment à la fin des actions. C'est pas un grand dribbleur non plus. En général, il provoque rarement un 1 contre 1. C'est rare qu'il passe. Il a une bonne science du déplacement, mais malheureusement, tactiquement, à part provoquer en partant tout seul, comme au Classico, c'est pas un joueur très collectif, c'est pas un joueur de collectif, c'est pas un joueur qui combine bien, que ce soit avec son latéral ou avec son numéro 9. Ansu Fati, c'est un soliste, Alors qu'il devrait être plus proche de Lewandowski, il a du mal à se connecter avec lui parce que c'est un soliste. C'est un joueur qui va te faire une fulgurance tout seul et donner son ballon avec une passe assez simple pour que l'action continue. C'est un joueur qui va te créer quelque chose, mais qui n'est pas forcément collectif, comme l'est par exemple Ferran Torres. Son poste idéal, évidemment, je pense que ce serait plus en 4-4-2, si on joue en 4-4-2, pas forcément trop ailier, trop excentré, qu'il soit assez proche de l'attaquant de pointe, à savoir Lewandowski, pour qu'il ait un petit peu pas mal de liberté de déplacement à droite, à gauche pour frapper et pour tourner un petit peu autour de Lewandowski et s'appuyer sur lui aussi, si possible. Ce serait vraiment l'idéal pour lui. Mais là, on est au Barça, on joue en 4-3-3, il nous faut des ailiers un petit peu qui sachent dribbler, percuter, ce qui n'est pas forcément le cas pour lui. Donc le conseil que je pourrais lui donner à Ansu Fati, ce serait de jouer un petit peu plus dans l'axe, pour laisser un petit peu le couloir gauche à un mec comme Baldé, de se connecter au maximum avec Lewandowski et Pedri aussi qui est derrière lui. Mais bon, ça, c'est Xavi qui décide, évidemment. Je sais vraiment pas si Ansu Fati ira à la Coupe du Monde, il reste une semaine avant la liste, mais je pense que ça aura forcément un impact psychologique énorme sur le joueur. On se rappelle que Luis Enrique n'a pas convoqué Ansu Fati lors de la dernière trêve internationale avec l'Espagne. Mais qu'il aille ou pas, il doit absolument travailler, continuer à travailler sur le terrain et à l'entraînement parce que voilà, plus de jeux et moins de polémiques. Ansu Fati, s'il te plaît, parce que sa place n'est pas assurée, loin de là, au Barça. Hier, on a appris en plus que le club négocie avec l'Atlético Madrid pour amener Joao Félix. Memphis Depay était passé devant lui avant qu'il se blesse il y a 1 mois de ça. Ferran Torres commence à marquer des points, il a mis un doublé récemment. Donc clairement, on sait à quel point en plus Xavi adore Ferran Torres. Donc imaginez juste que Ferran Torres aille à la Coupe du Monde, Gavi, Jordi Alba, Pedri, Marcos Alonso, Eric Garcia aillent tous au mondial, sauf lui. Imaginez les conséquences psychologiques sur le joueur, ce serait très compliqué, très dur mentalement de supporter ça. Pour l'instant, Luis Enrique, il a fait sa playlist de 55 joueurs et il a mis Ansu Fati dedans, mais il a aussi mis Baldé et Piqué, donc forcément 55 joueurs, ça fait 5 joueurs par poste, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc il doit absolument travailler, moins de polémique et plus de jeu, monsieur Ansu Fati. Et si jamais il n'a pas assez de temps de jeu à son goût, qu'il parte, parce que je pense qu'il a une bonne valeur marchande l'été prochain, qu'il parte du Barça, parce que je pense qu'on mérite beaucoup mieux. On veut avoir des joueurs top 5 à chaque poste, Et en tant qu'ailier, pour l'instant, il en est très très loin. Avant, ça comparait Vinicius à Ansu Fati. Je pense qu'aujourd'hui, Vinicius, il termine dans les 10 premiers du Ballon d'Or. Ansu Fati, il en est très 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 loin, malheureusement. Je suis inquiet pour lui, mais je me dis qu'il y a pas mal de signes d'encouragement. Parce que voilà, il y a un poste à prendre en tant qu'ailier gauche du Barça. S'il a de la continuité, s'il est bon régulièrement et s'il a une meilleure attitude, je pense vraiment qu'il peut s'imposer au Barça au moins cette saison, marquer des buts, faire des statistiques et jouer des matchs importants. Donc voilà les frères. Bonne journée à tous. Ciao.